Julie Schenecker a abattu ses 2 enfants parce qu'ils étaient insolents, tandis qu'Andrea Yates a noyé ses 5 enfants, convaincus qu'elle sauvait ainsi leurs âmes. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de pères qui ont confronté leurs femmes après qu'elles aient tué leur fils. Parker Schenecker contre Julie Schenecker. Julie Powers Schenecker, née en 1960 à Muscatine, dans l'Iowa, était une ancienne linguiste russe de l'armée américaine qui a épousé Parker Schenecker, colonel de l'armée américaine, dans les années 1980, alors qu'ils étaient tous deux stationnés en Allemagne. Julie souffrait de graves problèmes de santé mentale, notamment de troubles bipolaires, de dépression et de toxicomanie. Elle avait été hospitalisée en 2008 pour des troubles bipolaires et on lui avait prescrit des médicaments tels que le lithium, mais elle les mélangeait souvent avec de l'alcool ou cessait de les prendre. Les problèmes de la famille se sont considérablement aggravés en 2010 lorsque Julie a été impliquée dans un accident de voiture que certains ont qualifié de tentative de suicide et qu'elle est entrée en cure de désintoxication pour abus d'alcool et de médicaments sur ordonnance. Les tensions au sein de la famille auraient été évidentes dans les échanges d'emails entre Parker et Julie, en particulier pendant ses fréquentes missions militaires. Dans un échange particulièrement révélateur datant de décembre 2010, on constate la profondeur de leur discorde conjugale et la détérioration de la relation de Julie avec les enfants. Dans un long échange de courriels, Parker a révélé les demandes des enfants qui se sont avérées tragiquement prémonitoires. Le 27 janvier 2011, alors que Parker était déployé au Qatar, l'état mental de Julie a atteint son point de rupture. Elle avait acheté un revolver de calibre 38 5 jours plus tôt, pendant la période d'attente obligatoire en Floride, et avait détaillé ses plans dans un journal et des notes trouvées sur les lieux, exprimant son intention de tuer ses enfants, puis de se suicider parce qu'ils étaient insolents, et lui répondait. Elle a tiré 2 balles dans la tête de Beau, 13 ans, alors qu'elle le ramenait à la maison après son entraînement de football, puis elle est rentrée chez elle et a tiré 2 balles dans la tête de Calix, 16 ans, alors qu'elle faisait ses devoirs sur son ordinateur. Les meurtres ont été découverts lorsque Parker, qui se trouvait à des milliers de kilomètres de là, au Qatar, s'est inquiété du silence de Julie. Ce fut l'une des dernières communications entre eux avant la terrible découverte. La police a découvert les corps le lendemain, après que Parker, qui était déployé au Qatar, se soit inquiété lorsque Julie a cessé de répondre à ses emails et ait demandé aux autorités de vérifier si tout allait bien pour sa famille. Julie a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale, sa défense arguant qu'elle souffrait d'un trouble bipolaire sévère et de psychose, exacerbée par ses médicaments et sa consommation d'alcool. Les procureurs ont présenté les meurtres comme prémédités, soulignant ses notes dans son journal intime et l'achat d'une arme à feu. Le 15 mai 2014, après moins de 2 heures de délibération, le jury l'a déclarée coupable des 2 chefs d'accusation. Elle a été condamnée le lendemain à 2 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Si le cas de Julie a révélé comment une maladie mentale non traitée et des tensions familiales peuvent avoir des conséquences mortelles, la tragédie d'Andrea Yates a montré comment une psychose postpartum peut détruire toute une famille en une seule matinée. Rusty Yates contre Andrea Yates. La psychose postpartum qui a choqué l'Amérique. Andrea Yates, une ancienne infirmière de Houston, au Texas, a noyé ses 5 enfants. Noah, 7 ans, John, 5 ans, Paul, 3 ans, Luke, 2 ans, et Mary, 6 mois. Dans la baignoire familiale le 20 juin 2001, alors qu'elle souffrait d'une grave dépression postpartum et de psychose. La descente du couple dans la tragédie a commencé avec leur mariage, en 1993 avec Russell Rusty Yates, ingénieur informatique à la NASA, après une cour influencée par le prédicateur évangélique Michael Peter Wawroniecki, que Rusty admirait. Le couple a adopté des opinions chrétiennes fondamentalistes, notamment la conviction que les femmes doivent se soumettre à leur mari et avoir autant d'enfants que la nature le permette. Cet extrémisme religieux s'avérera être un facteur crucial dans la tragédie qui s'ensuivra. La santé mentale d'Andrea s'est considérablement détériorée après l'accouchement, en particulier après la naissance de leur 4e enfant, Luke, en 1999. Sa psychiatre, le Dr Eileen Starbranch, a averti Rusty. Avoir d'autres enfants garantira une future dépression psychotique. Malgré cela, Yates a arrêté le Haldol en mars 2000 et est tombée enceinte de Mary, influencée par la croyance de Rusty en la procréation biblique. La détérioration qui a suivi la naissance de Mary a été rapide et grave. Le 20 juin 2001, Andrea a méthodiquement noyé chacun de ses 5 enfants dans la baignoire familiale. Elle a rempli la baignoire et noyé les enfants méthodiquement. D'abord Paul, puis Luke, John et Mary, plaçant leur corps sur le lit sous un drap. Noah a découvert la scène, a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec Mary ?» et s'est enfui, mais Yates l'a poursuivi et l'a noyé face contre terre à côté du corps de sa sœur. Les explications fournies par Andrea lors d'entretiens psychiatriques ont révélé la profondeur de ses délires. Lors de son procès en 2002, les procureurs ont requis la peine de mort, arguant qu'elle savait distinguer le bien du mal en vertu de la règle Mnacton du Texas. La condamnation a été annulée le 6 janvier 2005 en raison d'un témoignage erroné. Lors du nouveau procès en 2006, Yates a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale le 26 juillet
après 12 heures de délibération. Elle a été internée à l'hôpital d'État de Kerrville, un établissement à faible niveau de sécurité où elle réside toujours à l'âge de 61 ans, refusant chaque année les audiences de libération. Si les actes d'Andrea étaient motivés par des délires, le crime de Susan Smith était calculé, ne trouvant pas son origine dans une maladie mentale, mais dans la poursuite effrayante d'un désir personnel. David Smith contre Susan Smith. Susan Smith a acquis une notoriété internationale en 1994 lorsqu'elle a faussement déclaré qu'un homme noir avait volé sa voiture avec ses 2 jeunes fils, Michael, 3 ans, et Alex, 14 mois, à l'intérieur. En réalité, elle avait délibérément conduit sa voiture dans le lac John D. Long, à Union, en Caroline du Sud, noyant les garçons alors qu'ils étaient attachés dans leurs sièges auto. Son mobile était lié à son désir de poursuivre une relation avec un homme qui ne voulait pas d'enfant. Avant que la vérité n'éclate, David Smith a fermement soutenu sa femme pendant l'enquête initiale. Le masque est tombé le 3 novembre 1994, lorsque Susan a avoué les meurtres après 9 jours de recherche intensive qui avaient captivé l'attention de tout le pays. David a été dévasté par cette perte et est devenu une figure clé de la procédure judiciaire. D'abord lors du procès de 1995, puis plus récemment lors de l'audience de libération conditionnelle de Susan en 2024. Au cours de la phase de détermination de la peine du procès de Susan en 1995, David a livré ce que beaucoup considèrent comme l'un des témoignages les plus poignants de l'histoire judiciaire américaine. Il a déploré l'avenir qu'il avait perdu. « Je ne sais pas ce que je vais faire sans mes enfants. Ils m'ont arraché la chance de leur apprendre à jouer au ballon, à pêcher ou de les voir grandir. » L'intensité émotionnelle était telle que le procès a été interrompu pour le déjeuner, et lorsque Susan est passée devant lui dans la salle d'audience, elle lui a murmuré « Je suis vraiment désolé, David. » L'affaire est revenue sur le devant de la scène en 2024, lorsque Susan est devenue éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé 30 ans de prison. Son audience du 20 novembre 2024 a donné lieu à une nouvelle confrontation publique à travers le témoignage de David devant la Commission des libérations conditionnelles de Caroline du Sud. Avec 14 autres personnes, dont des membres de sa famille, il s'est prononcé contre sa libération, soulignant son absence de remords et la nature délibérée du crime. La déclaration de David devant la Commission des libérations conditionnelles était sans équivoque. La commission a rejeté à l'unanimité la demande de libération conditionnelle, invoquant la gravité des meurtres et l'opposition des représentants des victimes. David a clairement indiqué que ce ne serait pas sa dernière comparution. David s'est remarié avec Tiffany Smith, avec qui il a une fille, aujourd'hui âgée de 23 ans, et d'autres enfants. Malgré son pardon, sa détermination à maintenir Susan en prison reste inébranlable, comme il l'a déclaré aux médias. « Je ne pense pas qu'elle pourra jamais se réhabiliter. 30 ans, ce n'est pas suffisant. Ils ne peuvent pas la laisser sortir. » La trahison de Susan a choqué la nation. Mais la cruauté dont Ricky Holland a été victime de la part de sa mère adoptive était une horreur lente et cachée qui s'est déroulée pendant des années. Tim Holland contre Lisa Holland, la mère de Munchausen qui a utilisé un marteau. L'affaire tourne autour des mauvais traitements et du meurtre de Ricky Holland, 7 ans, par ses parents adoptifs, Lisa et Tim Holland, à Williamston, dans le Michigan. Ricky, né en 1997, a été placé en famille d'accueil chez les Holland en 1999 et adopté par eux en 2000 après avoir été négligé par ses parents biologiques. Lisa Holland a inventé des histoires sur les problèmes de comportement de Ricky, tels que la désobéissance et des troubles mentaux, afin d'obtenir des allocations d'adoption plus élevées, alors que des témoins tels que des enseignants et des chauffeurs de bus le décrivaient comme un enfant normal et bien élevé. Les preuves ont montré que Lisa souffrait du syndrome de Munchausen, par procuration, qui l'amenait à exagérer ou à inventer les symptômes de Ricky afin d'attirer l'attention, ce qui a conduit à son retrait de l'école et à son isolement. Des voisins ont rapporté avoir vu Ricky fouiller les poubelles à la recherche de nourriture, avec des blessures visibles telles que des ecchymoses et des brûlures de cordes, indiquant des abus physiques et émotionnels continus. Les abus se sont intensifiés pendant 3 ans, notamment en le privant de nourriture, en l'enfermant dans le sous-sol et en le frappant. Le meurtre lui-même a été particulièrement brutal. Selon les preuves présentées au procès, vers le 24 juin 2005, Lisa a frappé Ricky à 2 reprises à la tête avec un marteau à clous lors d'une séance de punition, lui causant une blessure grave. Ricky est devenu apathique, incapable de manger ou de boire, incontinent et dégageant une odeur d'urine au cours de sa dernière semaine, mais aucune aide médicale n'a été sollicitée. Le 1er juillet 2005, Ricky est mort lentement des suites de ses blessures, vomissant du sang et affichant une expression terrifiée sur son visage. Lisa a crié « Je ne voulais pas faire ça !» et a demandé à Tim de se débarrasser du corps. Le 2 juillet 2005, Tim Holland a signalé la disparition de Ricky, affirmant qu'il s'était enfui, ce qui a déclenché une recherche massive dans la communauté qui a duré des mois. En réalité, Ricky était mort la veille des suites d'une grave blessure à la tête infligée par Lisa. Le couple a inventé des histoires pour les médias et la police pendant les recherches.
Le corps de Ricky a été découvert le 27 janvier 2006 dans une zone marécageuse près de la Dunnsville State Game Area, après que Tim y ait conduit la police à la suite de ses aveux. Tim Holland a plaidé coupable de meurtre au deuxième degré et de complicité de maltraitance d'enfants le 5 septembre 2006 dans le cadre d'un accord pour témoigner contre Lisa, motivé par la culpabilité après des mois passés en prison. Sa décision de témoigner contre Lisa représentait un revirement complet par rapport à sa protection initiale de celle-ci et marquait son choix de finalement dire la vérité sur ce qui était arrivé à Ricky. La principale confrontation dans cette affaire a été le témoignage de Tim Holland contre Lisa lors de son procès, où il a été le témoin vedette pendant 3 jours en octobre 2006. En sanglotant à la barre, Tim a détaillé la haine immense de Lisa pour Ricky, la comparant à des dictateurs comme Staline et Hitler, et l'a accusé des coups de marteau mortels, des abus continus. Par exemple, attacher Ricky au réfrigérateur avec du ruban adhésif, le bâillonner et lui refuser de la nourriture, et lui avoir demandé de se débarrasser du corps. Lisa a été reconnue coupable le 27 octobre 2006, pleurant silencieusement lors de la lecture du verdict. Le 28 novembre 2006, la juge Paula Manderfield a condamné Lisa à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les mauvais traitements infligés par Lisa Holland étaient constants et visibles pour son entourage. La violence de Michelle Kehoe s'est manifestée de manière soudaine et choquante, laissant un fils mort et un autre entre la vie et la mort. Jen Kehoe contre Michelle Kehoe. En décembre 2007, Kehoe a conduit sa voiture dans la rivière Iowa avec ses 2 fils à l'intérieur. Initialement considérée comme un accident, elle a ensuite admis dans certains témoignages qu'il s'agissait d'une tentative de suicide qui a entraîné des symptômes de syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Le matin de l'incident, Kehoe a conduit sa mini-fourgonnette avec Seth et Sean jusqu'à un étang isolé près de Jesup, dans l'Iowa. Elle avait prémédité son acte, ayant acheté un couteau de chasse Winchester environ 1 mois plus tôt et du ruban adhésif peu avant. Elle a fait sortir les enfants du véhicule un par un, leur a couvert les yeux, le nez et la bouche avec du ruban adhésif pour les ligoter et leur bander les yeux, puis leur a tranché la gorge. Seth est mort des suites de ses blessures, tandis que Sean a survécu malgré des blessures graves. Kehoe a ensuite tenté de se suicider en se tranchant la gorge, mais elle a survécu. Le lendemain, le 27 octobre, Kehoe a repris conscience et a marché environ 1 kilomètre jusqu'à une maison voisine, où elle a appelé à l'aide. Elle a d'abord déclaré aux autorités qu'un homme avait enlevé sa famille, les avait attaqués et l'avait laissée pour morte. Les forces de l'ordre ont rapidement localisé les lieux. Le corps de Seth a été retrouvé près d'un buisson et Sean a été découvert caché dans le van, couvert de sang séché. Sean, malgré ses blessures, a déclaré à la police que sa mère était responsable, affirmant qu'elle l'avait emmené dans les bois et l'avait coupé. Après moins de 2 heures de délibération, le jury composé de 8 femmes et 4 hommes a rejeté la défense pour cause d'aliénation mentale et a déclaré Kehoe coupable de tous les chefs d'accusation le 5 novembre 2009. Elle a fondu en larmes en entendant le verdict. Au cours de la phase de détermination de la peine, la déclaration de Jen Kehoe devant le tribunal a fourni l'un des exemples les plus poignants de la réaction complexe d'un conjoint face à un crime aussi dévastateur. Le 15 décembre 2009 à Independence, dans l'Iowa, le juge Bruce Zager a condamné Kehoe à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré, à 25 ans pour tentative de meurtre et à 10 ans pour mise en danger d'enfant, les peines devant être purgées simultanément. Le crime de Michelle était lié à sa propre détérioration mentale, mais les actions de Diane Downs étaient froidement calculées pour éliminer ses enfants, qu'elle considérait comme des obstacles à son fantasme romantique. Robert Knickerbocker contre Diane Downs, l'homme qui ne voulait pas d'enfants. Elizabeth Diane Downs, née Frederickson, est née le 7 août 1955 à Phoenix, en Arizona, et a épousé Steve Downs en 1973, principalement pour échapper à sa famille. Le couple a eu 3 enfants. Christy Ann, née le 7 octobre 1974, Cheryl Lynn, née le 10 janvier 1976, et Stephen Daniel, Danny, né le 29 décembre 1979. Danny a été conçu lors d'une liaison avec un collègue car Steve avait subi une vasectomie. Le mariage a été tumultueux, marqué par des difficultés financières, des accusations d'infidélité et un détachement émotionnel. Ils ont divorcé en 1980. En 1982, Downs a joué le rôle de mère porteuse et a donné naissance à une fille prénommée Jennifer le 8 mai, malgré des évaluations psychiatriques négatives qui signalaient une psychose potentielle. C'est à cette époque qu'elle est devenue obsédée par Robert Knickerbocker, un collègue marié travaillant au service postal en Arizona. Interrogé par la police, Knickerbocker a admis avoir eu une liaison avec Downs en 1981 à 1982, alors qu'ils travaillaient tous deux à la poste en Arizona. Il y a mis fin après qu'elle ait contracté une MST et parce qu'il refusait de quitter sa femme ou d'élever ses enfants. Downs l'a harcelé, a déménagé en Oregon, en partie pour le poursuivre, et lui aurait suggéré de tuer sa femme. Il l'a décrite comme possessive et prête à éliminer les obstacles.
Les procureurs ont fait valoir que Downs considérait ses enfants comme des obstacles à la reprise de sa liaison avec Knickerbocker, qui avait explicitement déclaré qu'il n'avait aucune envie d'être père et ne voulait pas s'impliquer auprès des enfants. Ses journaux intimes ont révélé une passion dévorante. Elle écrivait des lettres quotidiennes qui lui étaient renvoyées sans avoir été ouvertes et croyait que tuer les enfants la libérerait pour être avec lui. Dans la soirée du 19 mai 1983, Downs a conduit sa Nissan Pulsar rouge à l'hôpital Mackenzie-Willamette de Springfield, dans l'Oregon, où elle est arrivée vers 22h48 avec ses 3 enfants, tous abattus à bout portant avec une arme de calibre 22. Cheryl, âgée de 7 ans, a été déclarée morte à son arrivée, victime de 2 blessures par balle dans le dos. Christy, 8 ans, a subi un accident vasculaire cérébral à la suite d'une blessure à la poitrine qui a altéré sa parole et son bras droit. Danny, 3 ans, a été touchée dans le dos, ce qui lui a valu une paralysie permanente des membres inférieurs. Downs a affirmé qu'elle avait pris la route tard dans la nuit pour rendre visite à un ami à Marcola, dans l'Oregon, afin de faire du tourisme, après avoir gardé des enfants, ses propres enfants dormant dans la voiture. Sur Old Mohawk Road, une zone rurale près de Springfield, elle a déclaré qu'un inconnu aux cheveux hirsutes lui avait fait signe de s'arrêter, lui avait demandé les clés de sa voiture et avait tiré sur les enfants pendant une lutte. Le personnel hospitalier a remarqué le comportement inhabituellement calme et détaché de Downs. Elle souriait en racontant l'histoire et faisait des commentaires étranges comme « Pensez-vous que ma voiture sera en bon état ?» Au lieu d'appeler d'abord sa famille, elle a téléphoné à Robert Knickerbocker, un ancien collègue et amant, ce qui a immédiatement éveillé les soupçons. Le 17 juin 1984, Downs a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Condamné à la prison à vie plus 50 ans, 25 ans minimum avant libération conditionnelle, le juge a souligné qu'elle ne devrait jamais être libérée. Un psychiatre a diagnostiqué chez elle des troubles de la personnalité narcissique, histrionique et antisociale, la décrivant comme une sociopathe déviante, qui considérait ses enfants comme des possessions plutôt que comme des individus ne montrant aucun remords. Christy et Danny ont été adoptés par le procureur Fred Hugi et sa femme Joanne et ont été rebaptisés Christy Hugi et Daniel Hugi. Ils mènent une vie privée dans l'Oregon. Les victimes de Diane ont été abattues lors d'une embuscade dans une zone rurale. La fille en bas âge de Sheena Arnold est morte dans l'un des actes de filicide les plus troublants et inhabituels jamais enregistrés. Terry Talley contre Sheena Arnold. Sheena Arnold, née le 29 mars 1980 à Dayton, dans l'Ohio, est une Américaine condamnée pour le meurtre aggravé de sa fille de 28 jours, Pari Talley, qu'elle a placée dans un four à micro-ondes. L'incident est né d'une dispute avec son petit ami, Terrell Talley, au sujet de la paternité de l'enfant. Arnold avait déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour enlèvement en 2000 et pour faux et usage de faux en 2002. Elle vivait avec Talley et leurs enfants dans un complexe immobilier à Parkside Homes, Dayton. Le 30 août 2005, Arnold et Talley se sont violemment disputés pour savoir si Talley était le père biologique de Pari. Les procureurs ont affirmé que, dans un accès de rage et alors qu'elle était en état d'ébriété, Arnold avait placé le nourrisson dans un four à micro-ondes pendant environ 2 minutes. Le bébé a subi des lésions internes mortelles dues à l'hyperthermie, sa température corporelle atteignant 41,7 à 42,2 degrés Celsius, ce qui a provoqué la cuisson de ses organes sans brûlures externes. Arnold a ensuite affirmé avoir perdu connaissance en raison de sa consommation d'alcool et ne se souvenir d'aucun de ses actes. Le lendemain matin, après avoir découvert Pari froide, raide et présentant des brûlures visibles, le couple l'a emmenée au Children's Medical Center de Dayton, où elle a été déclarée morte. Des experts médicaux, dont la médecin légiste Marcella Fierro, ont confirmé que la cause du décès était une exposition à une chaleur intense compatible avec une cuisson au micro-ondes. Les traces d'ADN trouvées à l'intérieur du micro-ondes correspondaient au profil de Pari. L'affaire a fait l'objet de plusieurs procès, Terry Talley étant le témoin clé dans le dossier de l'accusation contre Arnold. Au cours du procès, Talley a témoigné que son fils affirmait qu'un enfant du voisinage, un garçon de 8 ans nommé MQ, avait vu un autre garçon, DT, le neveu d'Arnold, placer Pari dans le micro-ondes. Cela a conduit à une déclaration de nullité du procès le 11 février 2008, la défense arguant qu'il s'agissait d'une nouvelle preuve désignant un autre coupable. Si le témoignage de Talley a compliqué la tâche de l'accusation, son rôle dans la procédure judiciaire a mis en évidence la dynamique complexe des relations familiales dans lesquelles les enfants deviennent victimes des conflits entre adultes. La défense a tenté de présenter des témoignages par oui-dire des témoins, Demetri Miles et Terry McDonald, qui affirmaient que DT avait avoué les faits, mais ceux-ci ont été jugés irrecevables. Arnold a été reconnu coupable de meurtre aggravé le 29 août 2008. Lors de la phase de détermination de la peine, le jury n'est pas parvenu à se mettre d'accord sur la peine de mort, ce qui a conduit la juge Mary Wiseman à la condamner à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, le 8 septembre 2008. Le crime de Sheena. Arnold était un acte de rage explosif. Les abus de Lacey Spears se sont déroulés dans le monde calculé et théâtral des réseaux sociaux. Le système de soutien de Lacey Spears contre Lacey Spears.
L'affaire Lacey Spears représente une évolution inquiétante dans les cas de maltraitance infantile. La rencontre entre le syndrome de Munchausen par procuration et le comportement visant à attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Alors que le père biologique de Garnett, Chris Hill, était largement absent de la procédure judiciaire en raison d'une tromperie sur sa paternité, l'affaire a mis en évidence la manière dont une communauté de supporters peut être manipulée par une personne cherchant à attirer l'attention grâce à des maladies inventées pour son enfant. Lacey Spears, née vers 1987 à 1988, a grandi en Alabama et est devenue mère à l'âge de 20 ans. Garnett est né le 3 décembre 2008 de Spears et de son père biologique, Chris Hill. Bien que Spears ait faussement déclaré à Hill qu'il n'était pas le père, elle est menacée de rester à l'écart. Elle a inventé un père fictif pour Garnett, un policier nommé Blake, qui serait mort dans un accident de voiture afin de susciter la sympathie. Dès son plus jeune âge, Garnett a subi des hospitalisations répétées et des interventions inutiles, notamment la pose d'une sonde d'alimentation, en raison des allégations de Spears concernant des maladies graves telles que des difficultés alimentaires et des convulsions que les médecins n'ont pas pu confirmer. Ce qui a rendu cette affaire particulièrement moderne, c'est l'utilisation intensive des réseaux sociaux par Spears pour documenter et exploiter les prétendues difficultés médicales de Garnett afin d'attirer l'attention et la sympathie. Spears était très présente en ligne. Elle publiait des photos et des mises à jour sur les difficultés de Garnett, ce qui lui a valu un nombre important d'abonnés qui lui ont apporté la validation émotionnelle dont elle avait besoin. Les problèmes de santé de Garnett étaient en grande partie inventés ou provoqués par Spears. En 2 ans, il a consulté une vingtaine de médecins présentant des symptômes tels qu'un taux de sodium élevé qui apparaissait de manière irrégulière, souvent disparaissant lorsque Spears était absente. En janvier 2014, Garnett a été transféré à l'hôpital pour enfants Maria Fareri, où une caméra de surveillance a filmé Spears, l'emmenant aux toilettes avec un connecteur de sonde d'alimentation. Peu après, son taux de sodium a atteint un niveau mortel, provoquant un œdème cérébral et son décès le 23 janvier 2014. Des tests en laboratoire sur les poches d'alimentation provenant du domicile de Spears ont révélé une teneur en sodium équivalente à 69 sachets de sel, soit une quantité suffisante pour tuer un adulte. Le procès s'est concentré sur le meurtre par indifférence dépravée et le jury a condamné Spears en 2015. Le juge Robert Neary a condamné Spears à une peine de 20 ans à perpétuité. Cette affaire a mis en évidence la manière dont les réseaux sociaux peuvent permettre aux personnes atteintes du syndrome de Munchausen, par procuration, d'atteindre un public plus large pour obtenir une validation, ce qui rend la détection et l'intervention plus difficiles. Lacey Spears a cherché à susciter la sympathie par des mensonges en ligne, tandis que le procès de Casey Anthony s'est transformé en un spectacle public alimenté par des accusations explosives au sein de sa propre famille. La dynamique familiale de Casey Anthony. L'affaire Casey Anthony, bien qu'elle n'impliquait pas une confrontation conjugale traditionnelle, comprenait certaines des accusations familiales les plus explosives de l'histoire judiciaire récente. George Anthony, le père de Casey, s'est retrouvé dans la situation sans précédent d'être accusé par l'équipe de défense de sa propre fille d'abus sexuels, de meurtre d'enfants et de dissimulation, des allégations qui ont créé une dynamique judiciaire aussi chargée émotionnellement que n'importe quelle confrontation conjugale. Casey Anthony, né en 1986, est devenue l'une des figures les plus tristement célèbres de l'histoire criminelle américaine après avoir été accusé du meurtre de sa fille de 2 ans, Caylee Anthony, en 2008. L'affaire a suscité un énorme intérêt médiatique, souvent qualifié de « procès du siècle sur les réseaux sociaux », en raison de la couverture médiatique intensive sur des plateformes telles que les chaînes d'information en continu et les premiers réseaux sociaux. La disparition de Caylee, la découverte de ses restes dans une zone boisée près du domicile familial à Orlando, en Floride, les récits incohérents de Casey, notamment ses affirmations selon lesquelles une babysitter nommée Zenaida Fernandez González aurait kidnappé Caylee, et le procès qui a suivi ont suscité l'indignation générale du public. Bien qu'elle ait été acquittée des accusations de meurtre en 2011, Anthony a été reconnu coupable de 4 délits mineurs pour avoir menti à la police. L'aspect le plus choquant de la stratégie de la défense était l'accusation selon laquelle George Anthony aurait abusé sexuellement de Casey tout au long de son enfance et aurait découvert le corps de Caylee après une noyade accidentelle, puis aurait aidé à le dissimuler. La défense a réussi à faire valoir d'autres explications, comme une noyade accidentelle, George Anthony ayant aidé à la dissimuler en raison de dysfonctionnements familiaux, notamment des allégations non prouvées d'abus contre George et son frère Lee. George Anthony a été accusé pendant le procès d'avoir abusé sexuellement de Casey et d'avoir participé à la dissimulation de la mort de Caylee, allégation qu'il a vigoureusement niée. Les confrontations entre George et l'équipe de défense dans la salle d'audience ont donné lieu à certains des moments les plus chargés en émotion du procès. Un père devant se défendre contre des accusations de crimes odieux tout en pleurant la perte de sa petite fille. Le 5 juillet 2011, Anthony a été acquitté des principales accusations après environ 11 heures de délibération du jury. Dans une série documentaire de Peacock diffusée en 2022, Casey Anthony, Where the Truth Lies,
Anthony affirme éprouver un chagrin sincère et accuse son père d'abus, ce que George nie. Les relations familiales ont été définitivement brisées par les accusations du procès, démontrant à quel point les stratégies juridiques peuvent détruire des familles au-delà même de la tragédie initiale. Cela nous amène à la fin de cette vidéo. Pour découvrir d'autres clips intéressants comme celui-ci, cliquez sur les cartes à l'écran.